OK, bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette session sur la dynamique des environnements nordiques. Donc, nous avons trois présentations ce matin et l'ensemble, là, les trois communicateurs, présentateurs ont décidé que la période des questions soit à la suite des trois présentations pour qu'il y ait aussi donc un élément de discussion entre toutes les personnes qui participent à cette session. Donc, d'abord, la première présentation sera faite par la professeure Najat Berry, qui est professeure au département de géographie à l'Université Laval. Madame Berry est une chercheuse nordique. Elle a fait toute sa carrière depuis le doctorat dans ce domaine et puis elle a été, plusieurs la connaissent comme la directrice du Centre d'études nordiques puisqu'elle a été directrice du centre pendant 6 ans. Alors, Madame Berry, je vais vous laisser la parole sans plus tarder. Merci Monique. Bonjour tout le monde. Alors, ma présentation aujourd'hui porte sur une étude conjointe sur le patrimoine naturel et culturel de Qikiqtarjuaq qui se trouve, c'est une île qui se trouve en face de la communauté d'Akulivik. Alors, c'est un travail, c'est une étude qu'on a réalisée en collaboration étroite avec la communauté d'Akulivik. Les travaux de terrain ont eu lieu en 2011 et en 2013 et depuis ce moment-là, donc il y a plusieurs des échantillons et soit on a des artefacts ou des échantillons donc environnementaux sont en cours d'analyse, donc les résultats commencent à sortir au fur et à mesure. Alors ici, on a l'équipe de 2013, premier plan, donc les jeunes qui ont contribué aux travaux sur le terrain dans cet été de 2013. Et aussi, donc, on a eu avec nous les membres de la communauté, quatre membres de la communauté et les archéologues de l'Institut culturel à Batak, une professeure donc, qui est en éducation, professeure de l'Université de Montréal, et moi-même avec mon collègue de Rouen en France et nos étudiants qu'on a collaboré donc à ce projet-là. Alors donc cette photo, puis aussi les photos qui vont suivre, qui montrent les personnes, donc proviennent d'un album qui a été diffusé au public en 2013. Alors, où se trouve Akulivik? Akulivik se trouve au nord de Nunavik, donc entre Puvernutsuk et Evuevik. Alors, c'est une région qui est extrêmement riche en sites archéologiques. Et quand on parle vraiment de l'occupation ancienne du Nunavik, comme y compris à Kulivik. Alors, c'est déjà en 3800, donc il y avait la culture, le peuple dorsetien qui est venu de nord-ouest et qui s'est établi au Nunavik. Par la suite, donc, il y avait les Dorsetiens qui ont été, donc, la culture dorsetienne, donc, a été subdivisée en classique et la culture récente, dorsetien récent. Et par la suite, donc vers 1000 BP, donc 1000 ans avant le présent, donc il y avait une autre vague. Donc ce sont les Tuliens qui sont venus, donc, qui ont occupé le Nunavik. Alors les Tuliens, ce sont les ancêtres des Inuits. Alors vous voyez comme c'est à un moment, donc on voit qu'il probablement il y avait donc un chevauchement des deux cultures dans la région. Alors après des relevés donc de sites archéologiques, puis des relevés aussi environnementaux, puis des entrevues avec les aînés, donc il a été décidé que le site d'étude se trouve donc au nord-est de l'île Qikiqtarjuaq. Alors ce site est vraiment extrêmement intéressant pour diverses raisons que je vais vous montrer. Alors ici on a une vue de nord-est de l'île avec le campement se trouve à l'extrémité est
Donc, puis le site archéologique donc, se trouve à peu près à 500-600 mètres du campement, à une altitude d'environ 20 mètres par rapport au niveau de la mer. Alors, donc, comme vous voyez, ici, c'est une vallée avec des plages soulevées, arquées, et la terrasse la plus haute de la vallée, c'est à peu près 20 mètres, et c'est là où on a le site archéologique. Alors, quand je parle des vestiges de sites archéologiques, en réalité, c'est ces cuvettes-là, donc qui ont été creusées dans le sable, puis tout autour, on voit un bourrelet. Et c'est dans ce bourrelet, donc, il y avait des structures donc, de bois qui forment vraiment la structure de la maison. Et cette structure de bois qui par la suite a été recouverte de tourbe, puisque c'est un matériel qui est isolant. Et sur cette tourbe, donc, on recouvrait ça avec des peaux, donc entre autres les peaux de caribou. Alors donc, vous voyez, il y a plusieurs petites dépressions, c'est des vestiges et qui sont surcreusés, puis dans certaines, même plusieurs. Donc, à l'intérieur, c'est vraiment, on a de la végétation qui est dense et qui est très bien fournie. Alors ici, on a cette dépression, donc puis on a plusieurs qui sont répartis vraiment sur toutes ces terrasses qui est dans l'altitude entre 20 et 22 mètres par rapport au niveau de la mer. Donc après l'inventaire, il y en a 13 habitations dorsetiennes qui ont été identifiées et toutes ces habitations dorsetiennes sont vraiment dans la partie amont. Donc, c'est la partie la plus haute de la terrasse. Mais ils sont vraiment juste à côté. Puis, ce sont des maisons, généralement, une maison dorsetienne et généralement, c'est une maison semi-souterraine de forme rectangulaire, peu profonde, puis il n'y a pas de couloir. Donc, il n'y a pas de tunnel contrairement aux habitations, aux maisons donc, thuliennes, ce qu'on appelle karmaïtes, qui sont plus profondes. Puis aussi avec un tunnel, donc une porte pour sortir. Alors, ça a été, donc les archéologues ont décidé de fouiller deux sites, donc la structure 5 qui est une maison dorsetienne, puis la structure 9 qui est une maison thulienne. Alors, donc, c'est pour laisser aux générations futures les autres maisons, donc on ne va pas fouiller tout, mais en même temps aussi parce que c'est un travail vraiment de longue haleine. Alors, les objectifs généraux, c'est reconstituer l'évolution donc biophysique de la section nord de l'est de l'île, donc de l'île qui est Carthagouac. Alors, ici, on parle de la géoarchéologie extraciste parce qu'on utilise toutes les approches en sciences de la Terre pour étudier les environnements des sites archéologiques. Donc, on parle de géoarchéologie extracite. Puis aussi, l'autre objectif, c'est identifier les habitations et dater leur occupation. Alors, dans ce cas-là, c'est principalement les approches archéologiques et géoarchéologiques intra-sites, c'est-à-dire vraiment à l'intérieur du site lui-même. Et tout ça, c'est pour étudier les interactions des humains avec leur environnement dans le contexte de changement climatique. Alors, donc, on a utilisé plusieurs approches méthodologiques, bien sûr les fouilles archéologiques et tout ce qui vient avec, c'est-à-dire la cartographie, l'identification des artefacts, etc. Donc, c'est un travail de longue haleine qui a été fait par les archéologues aussi, donc, dans le cadre duquel aussi donc, les jeunes stagiaires inuits ont été formés pour faire les fouilles, mais aussi donc, pour identifier, cartographier, etc. Aussi, donc, des relevés géomorphologiques. On a fait plusieurs analyses lithostratigraphiques des coupes qu'on a excavées dans la vallée. On a pris des échantillons pour des coquilles pour datation, les sédiments pour des analyses sédimentologiques, micromorphologiques. On a fait aussi de relevés floristiques à l'intérieur et à l'extérieur des habitations. Et
aussi donc à l'intérieur des maisons, donc on a échantillonné de bois archéologique parce que la structure de la maison est formée, donc a été formée par du bois flotté principalement parce qu'on est quand même en Arctique, il n'y a pas d'arbres, mais c'est le bois flotté qui a été récolté pour construire les maisons. Puis après l'abandon des maisons, donc ce bois-là va tomber à l'intérieur des maisons. Puis on a trouvé beaucoup de bois qui a été donc identifié puis aussi donc analysé en termes dendrochronologiques par nos collègues donc de l'Université Laval, mais aussi de l'Université de Rennes. Puis il y a des carottes de monolithes de tours qui ont été prélevées même des maisons, donc pour les pollens, les macrorestes, puis les palynomorphes non polliniques. Alors, donc, lors des relevés géomorphologiques des environs du site, donc on s'est aperçu, comme on est en Arctique, c'est sûr, c'est un environnement périglaciaire et la dégradation du pergélisol est très avancée. Donc ici, on a un exemple de dégradation des couettes de glace qui a formé par la suite par thermo-érosion des petits cours d'eau. Alors ici, c'est pour montrer donc l'analyse des coupes stratigraphiques pour identifier les sédiments donc de plage ou des sédiments éoliens. Et de temps en temps, donc on trouve des coins de glace fossiles qui montrent vraiment que les conditions étaient encore plus froides qu'actuellement. Donc, il y avait aussi des relevés topographiques de toutes les formes géomorphologiques qu'on a trouvées, donc tout en formant les jeunes stagiaires inuits. Et aussi, donc, on est parti à la chasse pour identifier les roches, puis aussi donc pour faire des relevés des stries glaciaires. Alors, comme c'était tout le nord du Québec était sous le glacier, et le déplacement des glaciers donc laisse des marques comme les stries glaciaires, puis pour voir comment le déplacement de glaciers a eu lieu. Donc, on identifie les stries glaciaires, puis on mesure leur orientation. Alors, à l'intérieur des maisons même, ce qu'on a vraiment trouvé avec une belle surprise, qu'il y a de l'entournement. Donc, on a prélevé des carottes puis des monolithes de la tourbe pour des analyses des macrorestes végétaux et les grains de pollen. Bien sûr, il y a eu les fouilles archéologiques, comme j'ai dit, donc, puis les jeunes ont été vraiment fortement impliqués, donc, tant dans les fouilles que dans les dessins, que dans l'inventaire et de la cartographie. Alors, comme résultat, donc là, je ne vais pas présenter tous les résultats, mais une partie, donc les principaux. D'abord, donc, pour toutes les analyses stratigraphiques des coupes qu'on a excavées dans la vallée nous ont permis donc de récolter plusieurs coquilles marines, comme vous voyez ici, donc Metulus edulus, Omacoma baltica, ce qui nous a permis donc les dater puis construire une courbe d'immersion post-glaciaire. Alors, et on voit que une terrasse qui était plus en amont, donc à 31 mètres, a été déjà donc émergée avant 3000 ans. Mais la terrasse de 20 à 22 mètres, où se trouve le site archéologique, a été émergée il y a 2000 ans. Et par la suite, donc, on voit que le relèvement isostatique, c'est-à-dire vraiment le retrait de la mer, s'est fait donc à peu près à 0,95 mètres par 100 ans. Ici, une modélisation de cette régression forcée suite au relèvement isostatique et on voit que la mer a été à 140 mètres par rapport au niveau actuel il y a 8000 ans. Et au fur et à mesure, donc, il y a la mer qui a baissé, donc s'est retirée. Et ce que vous voyez en rouge, ce sont les parties de l'île Qikiqtarjuaq qui émergeaient au fur et à mesure que la mer baissait. Et vers 2100, donc 2000 à 2100, quand la mer était à 20 mètres d'altitude, donc il y a une partie de l'île qui est déjà émergée. Et il y a 800 ans, donc la plupart de l'île a été émergée, mais pas complètement. Donc je parlais de 800 ans parce que c'est à ce moment-là que les Dorsatiens sont établis sur l'île.
Ici, on a une carte géomorphologique sur laquelle on a indiqué toutes les formes de plages qu'on a identifiées, les milieux humides, etc. Donc, les dépôts glaciaires aussi tout autour. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est aussi donc l'emplacement de sites Kangiakalak. Alors, le site Kangiakalak, donc c'est ce que je vous ai montré. Donc, il y a plusieurs habitations dorsétiennes puis thuliennes, et la cartographie donc des habitations thuliennes sont juste à côté. Vous voyez, donc là se forme, donc la pièce est en forme circulaire, puis on voit un tunnel de sortie. Et ce trait-là, donc c'est le talus de la terrasse. Alors ça veut dire donc on a le tunnel qui descend donc vers la mer. Et c'est la structure 5 qu'on a étudiée principalement, échantillonnée, etc. Puis la structure 9 qui est thulienne, et tout ce que vous voyez, donc les traces de fouilles, soit sous forme de sondage ou d'excavation plus large. Alors, je vais vous montrer les analyses, les résultats de l'analyse des macrorestes végétaux et de la maison 5. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste vraiment vous montrer qu'on a identifié 3 zones principales de l'évolution de cette tourbe, et la base de ce monolithe de tourbe, de ce bloc de tourbe, donc a été daté vers 818. Alors, la première zone, donc en réalité, si c'était du matériel en vrac parce que c'était plus de graveleux, sableux, on n'a pas trouvé de plantes, mais surtout du charbon de bois. Mais ce qui a été trouvé, bien sûr, les artefacts, les ossements, etc. Puis donc les artefacts qui indiquent une présence dorsétienne. Et beaucoup de charbon de bois, donc vraiment c'est un niveau archéologique. Mais après l'abandon du site, alors remarquez vraiment la diversité végétale. Et il y a plusieurs espèces qui sont nitrophiles. Ça veut dire donc qu'elles ont été mis en place parce que le milieu en dessous est très fertilisé par les déchets domestiques, ce qui est normal. Puis, on a une diversité quand même végétale extrêmement intéressante. Et vers 140 ans avant le présent, donc c'est comme il y a un changement de conditions, il y a eu déclin de plusieurs espèces, la disparition de certains, et ce sont les mousses qui ont été mis en place. Donc, les sphènes principalement, ça veut dire que les conditions ils sont devenues beaucoup plus humides, qui ont permis la mise en place des sphènes. Alors, ce qui a été aussi, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est vraiment en termes de processus sédimentaire, il y a un contraste important entre l'extérieur de l'habitation, des habitations. Donc, à l'extérieur, on a à peine une surface végétalisée avec des taxa qui sont xériques, milieu sec, mais parfois donc on a la déflation éolienne, alors qu'à l'intérieur des maisons, donc on a l'accumulation de la tourbe. Donc il y a une diversité végétale très importante. Puis l'accumulation de la tourbe, c'est comme vraiment ces habitations, ces maisons sous-souterraines qui ont été mises en place par les Dorsétiens puis les Thuliens, par les humains. Donc, on constitue maintenant un refuge floristique exceptionnel. Alors ici, en termes archéologiques, bien sûr, donc vous voyez, il y a plusieurs artefacts, une richesse exceptionnelle d'artefacts, dont certains vraiment indiquent ce qui a pu confirmer que effectivement la structure 5, c'est une habitation dorsétienne, et la structure 9, c'est une habitation thulienne. Alors, puis ce qui a été aussi, ce qui est vraiment important aussi, c'est comme le site Kangiakalak 1 a été occupé par les Dorsétiens vers 818, c'est-à-dire si on calibre cette date-là, ça rentre dans cet intervalle, c'est-à-dire entre 1047 et 1216, les années normales. Et juste après quelques dizaines d'années, donc il y a les Thuliens qui ont réoccupé le même site vers 666, c'est-à-dire donc une fois calibré, c'est entre 1272 et 1296. Alors, c'est avéré que ce site, Kangiakalak, c'est parmi les rares sites au Canada où on a
un court laps de temps entre l'arrivée des deux cultures sur le site. Alors, le deuxième site qu'on connaît au Québec, c'est au Nunavik, c'est le site Quaqtak. Et donc, on a suggéré que ces deux sites, donc Kangiakalak et celui donc, qui se trouve dans la région Quaqtak, ça pourrait être vraiment des sites, des régions intéressantes pour vérifier l'hypothèse que déjà qui a été émise par des archéologues, déjà donc, pardon, par des archéologues comme McGee et Plumet. Donc, il y a eu chevauchement des deux cultures dans la région. Et ce qui est vraiment exceptionnel en termes archéologiques. Alors voilà, donc une synthèse des résultats qu'on a obtenus. Ici, ces photos donc, montrent le retour vers le village d'Akulivik pour présenter les données, puis aussi exposer les artefacts et les échantillons qui ont été récoltés. Merci, Makumik. Thank you. Merci beaucoup, Madame Berry, pour cette présentation. Fait que c'est ça, comme je le disais en introduction, donc on va attendre à la fin pour la période des questions. Et donc là, on était allé dans les années 1400. Donc là, on va passer quelques siècles. Et puis, on va se rapprocher beaucoup de notre période. Alors, la prochaine présentation va être de Nathaniel et il va nous parler de l'impact finalement de l'évolution des paysages sur les ressources en eau souterraine. OK, mais dans une période là, qui est beaucoup plus proche de la nôtre, dans un contexte donc de changement climatique et de réchauffement, donc de perte du pH des sols. Fait que Nathan, it's your turn. Okay, thank you very much. Thank you very much for the introduction, and thanks to everybody who is taking the time to hear my talk this morning. Today, I'm going to be talking about the work that I've done in the first year of my postdoc here at Université Laval. So climate warming is transforming northern landscapes, and it's doing this through the thawing of permafrost, the expansion of shrub populations, and shifting precipitation patterns. And we can see the impacts of this in these two photos on the right here, where we have a permafrost mound in a picture that was taken in 1989, and then the same mound photographed in 2018. We can see that the mound has shrunk, that a depression has formed and filled with water, and that there has been expansions of greenery in the area. This thawing of permafrost is expected to reduce the total amount of permafrost in the north by 20% by the year 2040, regardless of the any actions that we take today. And my work is specifically focused on what is the impact that recharge is going to have, or what is the impact on recharge that these, this thawing permafrost is going to have. So the objective of this research was to develop a conceptual model to describe the impact that landscape evolution, specifically the expansion of tree and shrub populations, was going to have on groundwater recharge. And our hypothesis was that the expansion of tree and shrub populations will result in an increase in groundwater recharge in regions with degrading permafrost. So where did we conduct this study? We worked in the Tasiapik Valley, which is near the village of Umiyak on the eastern shore of Hudson Bay. And our study site is shown by this star here. The Tasiapik Valley is a 2.2 square kilometer watershed that has been extensively studied since the 1980s. And the sites that we chose were based off of a sequence of, or where the sites were representative of the kinds of land cover that we find within the valley. And
They are lichens and herbs, this low site here, site LH, lichens and low shrubs, medium shrubs and trees. And these sites, these types of land cover were identified as representative of different stages of landscape development after the degradation of permafrost that was presented in a 2018 paper by Pelletier et al. So how do we actually go about finding how these different kinds of land cover were going to influence the amount of recharge that we would see? Well, the first thing we did is we instrumented a bunch of sites using piezometers and water content and temperature probes. We then gathered data from the period spanning 2015 to 2018. We took these data, we cleaned and processed them, and then we input them into a method for determining recharge known as the water table fluctuation method, utilizing the episodic master recession curve, EMR method. And this is essentially a refinement of the water table fluctuation method that takes into account the, that uses this master recession curve shown in the middle here to better delineate individual recharge events from the rise in the water table. And this makes it a little less arbitrary than if you were just picking the end of a rise in the water level by hand. I'm happy to talk more about how we implemented this method at the end, but for the sake of brevity, we're going to move on to some results. And what we found when we ran the EMR WTF method was that we by and large saw that recharge increased under taller land cover, with the lichens and herbs sites finding the smallest, or having the smallest amount of recharge at 936 millimeters of recharge over the period spanning 2015 to 2018, and the tree site having 2,262 millimeters of recharge over the same period. When we break this into seasonal totals, we find that as the land cover tends to get higher, we see a smaller portion, we see a larger component of recharge occurring in the spring, and a smaller component of recharge occurring in the fall. When we look down at the bottom, we can see that under the tree site, we have 85% of our recharge is occurring due to the spring snowmelt, where only 11% is occurring as a result of liquid precipitation falling over the summer, whereas it's by and large around 40% for the shrubs, about 35% for the grasses. Meanwhile, the fall recharge stays about the same for all sites. When we look at the water table curves, both the depth to water and the frost depth, we believe that we can tease out a relationship between the height of the land cover and the amount of recharge that we're seeing. If we look at this purple line, this is the rise in the water level that we see at the site with the trees. In this graph, we have the elevation of the water table on the y-axis, and then on the x-axis is time. And these shaded areas are periods where the air temperature is below 0 degrees Celsius. So in this white area, when we see the water level rising, that's due to the initial snowmelt event that we see in the spring of each year. And we can see that that this purple line, we get the largest rise. It's a very quick rise in the water level that we take from occurring from thawing snow. And we see broadly similar dynamics under the two shrub sites. However, the shape of the curve is a little bit more gentle under these. And we have our hypothesis for why this is occurring is that there's some critical depth of snow that we reach where the shrubs are partially exposed, and we are actually seeing interactions between the incoming radiation and the thawing of the melting of the snow beneath the shrubs. And
as a result, we see a quick rise at the shrub sites, followed by a more gentle rise after the shrubs are exposed. And we don't really see that as much in the tree site because we just have this entire tree stand warming up, and then the snow starts thawing. And then once that goes away, we don't see as much rises in the water table later on in the season, in the summer and the fall. When we look at the frost depth, we can also determine that what we're seeing may partially be the result of greater snow entrapment under taller land cover. And the reason for this is that, or the way that we can pull this information out, is based on the depth of frost that we're seeing at these individual sites. So the more snow that we have, the more insulation we're going to have in the subsurface, and we will get, by and large, a shallower frost depth as a result of that. So under the trees, we see that we have the shallowest frost depth year over year, whereas under the taller shrubs, we have a slightly deeper frost depth, and then the short shrubs, where we have the smallest snow thickness, we end up with the deepest frost depth that we examine at these sites. Our temperature probes failed at the lichen and herbs site, which is why we don't have a corresponding frost depth for the dark blue line. So these data allowed us to build a conceptual model that we coupled to the conceptual model presented in Pelletier et al., where they used the different kinds of land cover that they found in the valley as a proxy for an evolution of the landscape after the thawing of permafrost. In this scenario, the permafrost mound represents the most immature landscape, and the trees represents a more mature landscape that's further from the period where the permafrost had thawed. And so using the data that we gathered under these different kinds of land cover, we were able to create a relationship between the different kinds of land cover and what that's going to do to freezing depth, snow thickness, and total recharge. And so we found that under lichens and grasses, the site LH, we have a small amount of recharge and a deep freezing depth. And as we move to progressively taller, sturdier, woodier land cover, the freezing depth gets shallower as we accumulate more snow, and that greater amount of snow therefore allows for greater amounts of recharge when it melts in the spring. Finally, our continuing work is modeling the data that we presented in this paper. We use the EMR WTF method, but that is primarily just based off of rises in the water table. We wanted to understand this on a more granular process-based level. And so we're using the Shaw model that was developed by the USDA. This is the simultaneous heat and water model. It's a 1D model that will allow us to quantify infiltration as well as subsurface heat and water flow processes. And our initial results, where we are only varying the difference in the thickness of the snowpack, we find that if we increase the amount of snow thickness under the tree site to a level that's about twice what we would see at the lichen and low shrub site, which is within the range of the differences in snow thickness that have been observed within the Tasiapik Valley, we find that the model does a fairly good job of recreating the dynamics of the tree site. However, probably because of the differences in the shrub issues that I was mentioning in the previous site, where or the previous slide, where we have the shrubs getting exposed by melting snow, and we're getting interactions between the shrubs and the snowpack, we aren't necessarily capturing the dynamics as well as we could be. So we're continuing to work on that. Our long-term goals are to compare the recharge estimates that we get with these Shaw models, compare those to what we get with the water table fluctuation method, and then we eventually hope to carry this on to model the effects of a changing climate.
And with that, the conclusions I have are that by combining recharge results with the chronosequence of Pelletier et al., we were able to create a new conceptual model. Our work found that increased land cover height appears to result in increased recharge. And then finally, increased recharge is primarily driven by an increase in snow thickness. So I would like to thank Sentinel North and SEN for funding this work. I'd like to thank my supervisor, Jean-Michel Lemieux, for giving me the freedom to do this work. Aaron Mohammed was instrumental in the Shaw modeling. Daniel Nadeau and Georg Lackner provided the surface radiation data that we needed to drive the Shaw model. And finally, we'd like to thank Gerald Fletchenier at the USDA ARS, who wrote the Shaw model and was very helpful in actually getting us to get it up and running. So thank you. I'd be happy to take any questions at the end of this session. Thank you very much, Nathan, pour cette présentation. Effectivement, j'avais oublié de mentionner en te présentant que tu es stagiaire postdoctoral au département de géologie et géologique à l'Université Laval et que tu es boursier de Sentinelle-Nord. Fait que merci beaucoup pour cette fort intéressante présentation. Et nous allons donc passer à la troisième présentation. Donc, Yves Gauthier qui va présenter le réseau Caïman. Donc, Yves est professionnel de recherche à l'Institut national de la recherche scientifique depuis presque 30 ans et donc fort impliqué dans la recherche nordique depuis une douzaine d'années. Donc, Yves. Oui, merci Monique. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui, et particulièrement juste avant votre heure de dîner. Donc, dans une session où on parle de dynamique des environnements nordiques, j'aimerais vous présenter le réseau Caïman, qui a justement été mis en place pour le suivi environnemental au Nunavik. Alors, il s'agit d'une collaboration entre l'INRS, Transport Québec et l'administration régionale Kativik. Alors, Caïman, c'est un réseau d'une trentaine de caméras de type time-lapse qui sont réparties sur 8 sites autour du Nunavik. Certaines des caméras sont en place depuis 2009 et les photos sont acquises à chaque heure, donc le jour, entre 6 h et 18 h. Il y a encore environ 26 caméras qui sont encore en activité et 6 d'entre elles transmettent les données en temps réel. Ce qui fait qu'on a accumulé jusqu'à maintenant près de 500 000 photos qui sont toutes disponibles sur le portail Caïman au caiman.ete.inrs.ca. Alors, le réseau a été initialement mis en place grâce à un financement de Transport Québec en support à leurs études sur les changements climatiques au Nunavik. Donc, études sur le suivi de la glace, particulièrement les risques aux infrastructures maritimes. D'ailleurs, Caïman, c'est l'acronyme de Caméras aux infrastructures maritimes du Nunavik. Études également sur les vagues et l'érosion côtière. Maintenant, on utilise aussi le réseau pour le développement de services pour les communautés locales, principalement pour l'accès sécuritaire au territoire, donc suivi de l'état des sentiers et des conditions météorologiques. Alors, au fil des années, on a testé différents types de caméras. Dans le cas des caméras de chasse, la seule, en fait, qui a résisté au temps et aux conditions difficiles de l'Arctique, c'est la caméra de marque Reconyx, alors pour ceux que ça intéresse. Et dans le cas des caméras IP qui transfèrent les données en temps réel, on utilise principalement la Campbell Scientifique et jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. Comme je le mentionnais, toutes les photos sont disponibles sur le portail Caïman. Alors, on peut accéder à chacun des sites. Sur chaque site, on peut accéder à chacune des caméras, qu'elles soient toujours actives, qu'elles soient maintenant inactives ou qu'elles transmettent en temps réel.
Et l'utilisateur a seulement à choisir sa période d'intérêt et choisir s'il veut visualiser une photo à l'heure, une photo par jour, une photo par semaine, etc. Les photos sont également téléchargeables. Et lorsqu'on affiche une photo, on a intégré aussi les conditions météorologiques qui prévalaient au moment de l'acquisition, donc à la station météo de l'aéroport le plus proche, ce qui permet de donner un peu un contexte à l'acquisition de la photo. On peut par exemple voir si, au niveau des marées, si on était en marée montante ou en marée baissante. Alors, la première utilisation qu'on a fait de ce réseau de caméras-là, c'est, comme je le disais, pour le suivi des glaces. Alors, on est allé chercher des indicateurs comme la première observation de glace, le couvert complet, l'apparition des mares de fonte, la première apparition d'eau, les secteurs libres de glace et la dernière observation de glace. Exemple de photo ici. Voilà. Donc, on peut prendre ces observations-là et les reporter ensuite sur une échelle graphique. C'est l'exemple ici de Quartac pour des données de 2009 à 2017. Donc, pour chaque année, on a identifié la période d'eau libre, la période de formation de la glace, la période du couvert complet, la période de fonte et ensuite la période d'eau libre à nouveau. Ce qui nous permet de faire des analyses sur la durée et la chronologie des événements. Donc ici, un autre exemple, celui de Bédéception, où je vous présente le jour julien de la date d'englacement et le jour julien de la date de fonte pour les 5 années observées. Également, la durée de la saison de glace pour ces 5 mêmes années. Comme on peut le voir, il y a une variabilité, mais il y a un élément important, c'est que pour chacun des paramètres, que ce soit entre l'englacement hâtif et l'englacement tardif, entre la fonte hâtive et la fonte tardive, ou entre la plus courte saison de glace et la plus longue saison de glace, on remarque un jeu d'environ 3 semaines. Alors, si on fait cet exercice-là pour chacun des sites et chacune des années, ben, ça nous permet vraiment de suivre la durée, puis de comparer la durée et la chronologie spatialement et temporellement. Donc, ici en bas, on a chacun des sites avec chaque année où les données étaient disponibles et ce qui peut permettre de détecter certains patrons. Comme on peut le voir pour Oumiac, au centre, alors on semble détecter un allongement graduel de la période de glace depuis le début des observations. Évidemment, le réseau a été mis en place initialement pour la glace, mais on a décidé de faire l'exercice aussi pour la neige. Donc, sur les photos, il y a une portion terrestre visible et on a été chercher les mêmes événements, c'est-à-dire les premières neiges, l'enneigement complet et la période de fonte de neige pour en arriver au même type d'analyse. On a également fait l'exercice pour la saison de végétation, donc le début du verdissement, le verdissement complet et début jusqu'à la fin du brunissement. La deuxième application qu'on a fait du réseau de caméras, c'est au niveau, on voulait explorer le potentiel des photos pour déterminer les conditions météorologiques. Alors, on a fait l'exercice sur le site de Quartac, où on a comparé notre photo-interprétation avec les données à l'aéroport de Quartac et à la tour de vent du ministère des Transports. Donc, on a pris 3 ans de photos, environ 14 000 photos, et sur ça, il y en avait environ 4 000 où on avait une correspondance d'une observation notée à l'aéroport. Le premier élément qu'on a investigué, c'est la couverture nuageuse. Donc, on a comparé, on a interprété l'état du ciel dans la zone qu'on voyait sur nos photos avec l'observation qui est notée à l'aéroport.
Évidemment, on ne compare pas vraiment des pommes avec des pommes parce que la portion, comme vous voyez, la portion de ciel qu'on peut voir versus ce qui est observé à l'aéroport, c'est quand même assez différent. Ce qui peut expliquer qu'on a des correspondances exactes en bleu sur le graphique, donc assez faibles. Par contre, si on considère les correspondances voisines, c'est-à-dire si moi j'ai dit un ciel dégagé et que l'observateur a dit un ciel majoritairement dégagé, alors on considère que c'est une correspondance voisine. À ce moment-là, on monte à 80% de correspondance. Le deuxième élément investigué, c'est les précipitations. Bien, les précipitations, c'est beaucoup plus difficile. La pluie, on la voit uniquement quand il y a des gouttelettes qui se déposent sur la lentille, ce qui peut expliquer qu'on ait seulement 12% de correspondance. Au niveau de la neige, on verrait les flocons tomber uniquement sur un fond sombre. Donc, si je prends l'exemple de ma photo, s'il neigeait, on verrait les flocons. Mais dès qu'il y a de la neige au sol, il n'y a plus de contraste. Donc, on ne détecte plus les événements de neige, d'où le faible 8%. Le verglas, on ne le détecte pas. Par contre, le brouillard, lui, on le voit très bien. Mais encore une fois, parce qu'on ne regarde pas le même endroit que l'observateur, nous, on regarde vers la mer, lui, il regarde plus sur la Terre. On a un taux de correspondance de 60%. Troisième élément étudié, c'est le vent. Alors ici, on a utilisé l'échelle de Beaufort qui relie les caractéristiques des vagues de la surface de l'eau avec une vitesse de vent. Alors, on a fait l'exercice, évidemment, pour la portion estivale, la portion sans glace. Donc, pour une échelle de force 1, c'est une mer quand même assez calme avec des vents légers. Pour force 3, on voit maintenant qu'il y a des ondulations sur la mer, un vent d'environ 15 km/h. Force 5, on a des bonnes vagues, on commence à avoir des écumes, des moutons, donc pour des vents d'environ 30 km/h. Et force 7, forte vague, des déferlantes, donc pour des vents d'environ 60 km/h. Donc, l'échelle de Beaufort, pour faire ce travail-là, est assez efficace. Je n'entre pas dans les détails des résultats, mais ce qu'on retient, par contre, c'est la difficulté d'interprétation. Alors, pour interpréter les photos et bien déterminer les caractéristiques des vagues, on a tendance à sous-estimer l'échelle de Beaufort et on a aussi la difficulté à déterminer plusieurs catégories, donc discriminer entre 9 ou 11 catégories de l'échelle de Beaufort. Ce qui fait qu'on va regrouper souvent des catégories et donc des vitesses de vent. Donc, la méthode fonctionnerait encore mieux si on pouvait former l'interprète de façon plus poussée. Dernier élément qu'on a étudié, c'est la température de l'air. Alors, on compare la température du thermomètre qui est présent à l'intérieur du boîtier de la caméra avec la température mesurée à l'aéroport. Évidemment, le thermomètre à l'intérieur d'un boîtier, il y a un billet qui se produit par rapport à la station météo de l'aéroport. Ce billet-là est assez régulier, donc on corrige le billet et à ce moment-là, on se retrouve avec une correspondance très forte. Donc, la mesure de la température à la caméra, à tout le moins les moyennes journalières comme on a fait ici, peuvent être utilisées. Ce type de données-là, en fait, peut nous aussi nous permettre de déterminer, par exemple, le mois le plus ensoleillé au Nunavik, le site le plus ensoleillé au Nunavik, comme ici au Palook. On peut faire le même exercice avec le brouillard, donc le mois le plus brumeux qui serait juillet-août et Quartac qui serait le site le plus brumeux ou, pour être exact, le site pour lequel on a fait le plus d'observations de brouillard à partir du réseau de caméras. La troisième utilisation qu'on a fait du réseau, c'est le suivi de l'état des sentiers de motoneige de certaines communautés. En fait, c'est des sentiers qui ont été choisis par les communautés elles-mêmes, 2 sur la terre entre Salouit et Baie-Déception et 2 sur la mer au nord et au sud de l'entrée du fjord de Kanjik-Tsujuak. Donc, chaque installation possède une caméra d'observation.
une mini-station météo également. Les données sont transmises par satellite et sont transmises vers un tableau de bord qui, lui, est accessible sur le portail Caïman grâce au menu en haut à droite. Alors, sur ce tableau de bord, les gens peuvent consulter les données en temps réel, les photos en temps réel, les données météo en temps réel. On a également intégré les images satellites les plus récentes, donc qui sont disponibles sur Internet. Et il y a également un volet d'observation locale fait par des collaborateurs sur place qu'on a équipé de GPS. Par contre, en raison de la pandémie, on n'a pas pu se rendre sur place pour donner la formation, donc ce volet-là n'est pas tout à fait opérationnel encore. Finalement, chaque système est doté d'un bouton d'urgence donc qui permet à quelqu'un qui serait en danger le long sur ce sentier-là, donc d'appuyer sur le bouton, la caméra prend une photo automatiquement de la personne et l'envoie aux autorités du village le plus proche. Dans le but de diffuser les résultats, puis surtout de bien expliquer aux communautés la raison d'être du réseau de caméras qui peut parfois être un peu invasif pour certains. Donc, de favoriser l'acceptation locale du réseau et éventuellement son appropriation locale aussi. On a fait, grâce au financement de Savoir Polaire Canada, on a distribué 2 calendriers qui sont un mélange de données scientifiques simplifiées, de photos du réseau et d'art inuit. Donc, on les a distribués dans plus de 2000 foyers au Nunavik avec un intérêt assez élevé. Et bien évidemment, on travaille fort maintenant pour trouver du financement pour en produire de nouvelles éditions. Alors, en terminant, quels sont les défis, les perspectives du réseau? Le contrat d'entretien du réseau avec le ministère des Transports se termine cette année. Il y a des discussions en cours pour un transfert possible vers le milieu local. Mais entre-temps, les systèmes restent en place, les photos sont acquises et toujours diffusées sur le portail. Donc, on veut vraiment favoriser l'appropriation locale du réseau par de la formation, entre autres, et aussi par une pertinence accrue des informations. Donc, une pertinence accrue pour les communautés, c'est potentiellement d'étendre le réseau à d'autres communautés et d'augmenter aussi la proportion de caméras en temps réel, parce que l'information en temps réel est plus pertinente pour eux, alors que l'information en archive intéresse plus les scientifiques. Également, adapter l'installation des caméras, l'orientation, les prises de vue pour une plus grande diversité d'applications. Et surtout, développer une approche d'intelligence artificielle pour pouvoir extraire automatiquement les informations recherchées, parce que là, on le fait manuellement, mais à 100 000 nouvelles photos par année, on n'arrive pas à suivre le rythme. Donc, c'est un des volets qu'on veut développer. On aimerait également poursuivre, comme je le mentionnais, l'édition du calendrier et également faire évoluer le portail Caïman et le tableau de bord. Et finalement, on voudrait impliquer les communautés à travers l'appropriation locale, donc que les communautés soient plus impliquées pour choisir les indicateurs, les protocoles, les moyens de diffusion, etc. Alors, je voudrais remercier Monique Bernier, qui est la professeure-chercheur principale du réseau Caïman, mais aussi Jimmy Poulain, qui est vraiment le maître d'œuvre de toute l'installation et l'entretien du réseau au Nunavik, même en temps de pandémie. Également, Jasmin Guilfortin, qui est le développeur du portail et du tableau de bord. Et nos partenaires au ministère des Transports, Geneviève Trudel et Annick Guimond, et à l'administration régionale catholique Verdun-Gilbert. Donc, si vous avez des questions, des idées, des caméras à intégrer à notre réseau ou de l'argent, je suis à votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Yves. Alors, sans plus tarder, on va passer à la période des questions.
Donc, est-ce que quelqu'un aurait une question pour Yves, étant donné qu'il vient de finir sa présentation, ou un commentaire? OK, pas pour l'instant. Donc, moi, j'ai une question pour Najat. Alors, Madame David, dans votre présentation, vous avez parlé que le site que vous avez étudié a été, disons, occupé par deux cultures différentes dans des périodes assez rapprochées l'une de l'autre. Pourriez-vous me dire, ces deux cultures-là, est-ce qu'on sait d'où ils venaient avant l'arrivée au Nunavik? Ces deux cultures, en réalité, sont totalement différentes. Donc, la première culture, donc les pré-Dorsatiens, donc, sont venus de la Sibérie. Donc, c'est vraiment la source donc, des immigrations, donc des migrations des peuples qui sont passés par la Béringie, puis il y a une partie qui est montée quand même dans les îles, donc vers les îles, donc l'archipel canadien, donc vers Nunavik, puis il y en a d'autres qui sont allés au Groenland pour une partie qui reviennent au Labrador. Donc, il y avait une première vague de déplacement, donc et ce sont les pré-Dorsatiens, puis aussi les Dorsatiens par la suite. Donc, les Dorsatiens sont les descendants des pré-Dorsatiens. Donc, c'est une culture qui est totalement vraiment différente parce qu'ils sont des peuples qui sont, d'après les données archéologiques, puis aussi paléo-environnementales, c'est un peuple qui est adapté au froid. Alors, et pendant, donc, vers 1000 ans, donc pendant l'optimum climatique médiéval, donc les conditions sont, il y a moins de glace, puis donc il y a une deuxième culture qui s'est déplacée, donc aussi de la Sibérie par la Béringie, mais donc elle suivait la chasse à la baleine. Donc, c'était donc plus adapté donc aux conditions qui sont relativement plus clémentes. Alors, de point de vue outillage qui ont été vraiment identifiés par les archéologues, c'est clair et net, vraiment, ce sont deux cultures différentes parce que, donc, même si c'est des peuples quand même qui sont tournés vers la mer, mais quand même sont deux cultures différentes. Alors, ce qui est aussi identifié quand même dans plusieurs endroits dans l'Arctique, et ce qui est aussi logique, c'est plusieurs sites dorsatiens, pré-dorsatiens et dorsatiens ont été réoccupés par les Thuliens parce qu'on ne choisit pas n'importe où pour s'établir. Donc, il faut vraiment que ce soit des endroits qui sont bien protégés du vent, des endroits où il y a de la nourriture, c'est-à-dire vraiment du phoque, c'est près des détroits par exemple. Il faut qu'il y ait aussi de la tourbe, n'est pas loin, il faut qu'il y ait du bois flotté. Donc, il faut avoir assez de moyens pour s'établir. Et donc, les sites dorsatiens, c'est aperçu, c'est vraiment dans la plupart du temps, sont bien choisis. Donc, les Thuliens ont utilisé à peu près donc, les mêmes sites pour s'établir. Alors, c'est ça. Merci pour cet éclaircissement. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Najat? Oui, je pense qu'il y a une question par Ariel. Donc, elle a posé la question concernant est-ce qu'il y a donc dans la mémoire donc chez les aînés, donc il y a cette on se rappelle donc de cette cohabitation. C'est bien Ariel, c'est bien ça donc ta question? Vous pouvez ouvrir ton micro. Oui, m'entendez-vous? Oui. Ah, bonjour, oui, c'est ça ma question. Je voulais savoir si des fois dans l'histoire orale, ça remonte très très loin. Est-ce qu'il y avait encore des traces de cette cohabitation-là? D'après donc nos collègues archéologues, me semblait donc ils ont abordé cette question donc avec les aînés de plusieurs villages et comme c'est quand même assez loin, donc comme c'est cette cohabitation possible, c'est entre 1000 ans et 600 ans là. Donc c'est assez loin, mais il semble qu'il y a une possibilité, mais quand même c'est un peu loin pour que ça soit clair à ma connaissance. Mais
ça veut dire, donc là, c'est les recherches doivent continuer, puis aussi les discussions avec les aînés, etc. Parce que l'idéal, vraiment, c'est trouver un ensemble des sites qui peuvent être quand même relativement loin les uns des autres, mais qui ont été occupés à peu près en même temps. Donc, ça pourrait être vraiment d'une façon claire et nette. Oui, il y a une cohabitation. Mais aussi, Ariel, cette question vraiment de cette cohabitation ou ces relations entre les Dorsetiens et les Tuliens, ça reste vraiment une problématique majeure en archéologie, en géoarchéologie. On ne sait pas est-ce qu'il y a eu vraiment distinction des Dorsetiens récents à cause de réchauffement climatique, parce que c'est un peuple de froid, mais ça devient vraiment chaud, ou est-ce qu'il y a eu plutôt vraiment une genre d'assimilation ou d'intégration dans la culture inuite. Donc ça aussi, c'est pas évident. Alors, il y avait une publication dans Nature il y a quelques années, puis de point de vue génétique, on voit quand même il y a donc, ça reste quand même deux branches tout à fait différentes. Donc, il n'y avait vraiment pas de lien génétique entre les deux cultures. Mais ça reste quand même une problématique ou un sujet super intéressant, donc en archéologie, en géoarchéologie. Merci. Je t'en prie. On a deux personnes avec leurs mains levées. Donc, Marie-Hélène Forget. Marie-Hélène? Non. Sinon, Docteur Allard a une question. Merci pour le docteur. Najat, oui. tu as répondu à la question finalement ma question concernait les études génétiques. Mais est-ce que les études, est-ce que la génétique des Inuits actuels montre qu'il y a des gènes dorsetiens dans la population actuelle? Est-ce que ça a été fait? À ma connaissance, non. Mais c'est plutôt, donc, c'est vraiment pour toutes les occupations tuliennes, donc les squelettes qui ont été trouvés vraiment dans le nord du Canada, puis aussi les squelettes dans des tombeaux dorsetiens qui ont été analysés de point de vue génétique. Mais à ma connaissance, non. Donc, il n'y avait pas d'analyse génétique pour vraiment savoir est-ce qu'ils sont dans les gènes inuits actuels, est-ce qu'il y a des gènes dorsetiens. Donc, à ma connaissance, non. C'est délicat à faire, on comprend. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si Marie-Hélène est toujours tu es là? Je pense qu'elle est... OK. Si tu n'as pas d'autres questions, moi, j'en aurais une pour... en fait, c'est un commentaire pour Najat. Oui. Pas pour Najat, mais pour Bata. Dans ta présentation sur les modèles, et puis tu disais que dans tes résultats, il y avait peu de... En fait, c'était un peu plus difficile sous les arbustes, là, de suivre la fonte et la quantité d'eau. Et mon commentaire comme ça, je me disais que peut-être que de regarder parce que sous les arbustes, il va y avoir beaucoup plus de débris, de petites feuilles peut-être dans la neige au printemps. Et peut-être que l'albédo de la neige est moindre, va baisser peut-être plus rapidement parce que la neige peut être plus sale, entre guillemets. Donc, ce serait peut-être, en tout cas, c'est un commentaire que j'avais, mais j'ai trouvé bien intéressant ta présentation. Désolé, that was a little bit beyond my French level. Yeah, Sorry. But it just, in short, I had a comment. It just maybe the snow under the, the vegetation, under the shrub,
maybe there is a lot of, small vegetation in it. And so maybe the albedo is lower under the snow. So maybe that's something that you can play maybe to adjust the, the melting. Yeah, that's one of the things that we're looking into. We haven't discretized the surface and parameterized it as well as I believe we need to. So that's one of the things that we're actively working on with Gerald Fletchinger at the USDA. Okay, well, Thank you. Thank you. It's good work. Monique, j'ai une question pour Yves, si c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Vas-y. Bon, votre projet des caméras, ça m'intéresse beaucoup. Je crois qu'on a parlé un petit rapidement avec Yves. Nous aussi, on a des caméras, mais c'est vraiment dans la rivière, dans la vallée de Tasiapik, mais aussi donc, à Conjixou-Alojouac. Et aussi donc au lac Aloclar, c'est vraiment pour faire des observations principalement pour les avalanches. Puis ce qu'on a remarqué, nous, c'est parce que donc toutes les activités avalancheuses, on essaie vraiment de le mettre dans le contexte météorologique pour savoir quels sont vraiment les paramètres qui peuvent contrôler ou qui peuvent accompagner ces activités avalancheuses. Et on a remarqué que quand même le boîtier, la température enregistrée par les caméras, quand même c'est vraiment très différente des températures qui sont enregistrées soit par les stations SILA ou surtout les stations SILA, puis la station aussi de l'aéroport. Alors, vous, donc, vous avez corrigé, si on est en train de voir, donc, modéliser cet écart pour corriger ça. Donc, vous avez corrigé ce biais. Donc, j'aimerais bien savoir comment vous avez procédé. Okay. D'abord, tu as raison, il y a une différence quand même significative. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est une de nos étudiantes. Alors, je n'ai pas les détails, mais on a travaillé sur la moyenne journalière d'abord parce que nos photos sont acquises uniquement durant le jour. Donc, on a pris la moyenne journalière à la station météo et la moyenne journalière des caméras. Par contre, je n'ai pas avec moi la méthode exacte qu'elle a utilisée pour la correction du billet, mais si je pourrais te la transmettre là, facilement. Après. OK. Oui, pour comparer un peu ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a fait. De toute façon, on ne prétend pas que la caméra remplace une station météo, mais plus est complémentaire ou peut être utile quand elle est déployée ailleurs où il n'y a pas de station météo. Oui, c'est tout à fait ça. Donc là, c'est important de savoir c'est quoi le biais parce qu'ailleurs, donc comme par exemple au lac Aloclar, donc on n'a pas vraiment, la station n'est pas aussi complète qu'ailleurs. Donc c'est dans des endroits où on ne peut pas avoir des stations météo, c'est bien on a juste les caméras. Donc, puis vos caméras se voient principalement donc, vers la mer, donc elles ne sont pas tournées vers les versants par hasard. En fait, il y en a deux qui sont les plus récentes, là, qui permettent le suivi des sentiers, qui sont installés vraiment en zone terrestre. Alors, celles-là, tu peux le voir si tu vas sur le site, là, sont tout près de Bédéception. Tu vas voir le symbole des caméras est à l'intérieur des terres. Et tu vas voir quelle vue tu as de ces caméras-là. Donc, mais je ne peux pas te dire si c'est sur des versants. C'est assez rocheux. Ouais. Bon. Merci beaucoup, Yves. Bienvenue. Je pense qu'on a une autre question de Michel Allard. Oui, my question is for Nathan. Are you considering snow sublimation as an important factor in the water balance, particularly over lichens? That is one of the things that we are going to look at. We haven't gotten there yet. In the water table fluctuation simulations that we did not consider sublimation to a great degree. I believe that
yeah, we just didn't have enough data on sublimation within the valley to drive that. However, the process-based simulations that we're working on, we haven't, the results are still very preliminary. We essentially created one model with some simple subsurface and surface conditions, and we've just been playing with the effects of increasing snow thickness. So we haven't quite gotten to sublimation yet. OK, thanks. Thank you. Il n'y a pas des autres questions? OK. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je voudrais remercier tout le monde qui ont pris la peine ce matin donc, de se joindre à cette session. Merci à nos présentateurs pour leur présentation, avoir préparé ça. C'était très intéressant. Et je vous encourage tous à poursuivre vos travaux. Et puis, ben, je vous invite à vous connecter cet après-midi dès 13h30 pour la suite, finalement, de ce colloque. Et ben, je vous souhaite la santé à tous et une bonne fin de session. Donc, au revoir. Merci d'avoir été là.